Bonjour, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour recadrer un petit peu tout le délire qu'il y a sur la dette de la France et sur la dette des pays occidentaux. Alors, je vois passer sur le net anglo-saxon des milliers et des milliers de contenus, parce que comme vous savez, depuis environ 2 ans, il y a une campagne de presse pour défoncer le dollar. Et aussi sur le net français, hein, on en a, et je suspecte que tout ça s'est fait pour, un peu comme le Bitcoin, on a lancé le Bitcoin à 100 000 ou 1 million. Là, il y a une campagne anti-dollar et pro-gold parce que tout le monde intéresse, que tout le monde ait peur, de manière à ce que les investisseurs rentrent de l'argent le maximum possible sur l'or et quittent le dollar. Je ne sais pas pourquoi le système de communication cherche à pousser l'or en ce moment. En tous les cas, c'est une réalité. Donc là, si je vais sur le net français, il suffit de regarder les titres. J'ai tapé dette explosive de la France. La France dépense sans limite, toujours le catastrophisme en fait, pression sur le futur gold, dette explosive et récession imminente. Tamika Jab, une crise de la dette explosive, quelle solution? 2000-2019, l'explosion de la dette française. Pourquoi l'explosion de la dette mondiale n'est finalement pas inquiétante? Pourquoi la dette de la France n'est pas un problème? Enfin, quelqu'un, 762 000 vues, bah très bien, tiens, lui, le monde. Oh non, pourquoi? Pourquoi le monde? J'aime pas le monde. Échapper à l'explosion de la dette. Non mais sérieux, c'est que des titres comme ça, de Giscard à Macron, 50 ans d'explosion de la dette. Il y a un titre positif pour 10 titres négatifs et catastrophiques. Donc le problème c'est que c'est un peu n'importe quoi et je vais vous apporter des stats sur 2 siècles et vous allez pouvoir vous rendre compte de la réalité en fait. C'est des stats qui sont présentés dans l'université investisseur. Alors je vous préviens, tiens, je vais faire une proposition commerciale à la fin de sa vidéo par rapport à l'université investisseur, et notamment pour parler de cette dette. Bon, toujours est-il que euh, généralement, dans le monde anglo-saxon, euh, le système d'information que vous avez pu voir qui met en avant les BRICS et qui défonce le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. En plus, avec l'arrivée de Trump, c'est complètement idiot parce que Trump il a fond dans le dollar. Euh, Généralement, ce qu'on vous donne, c'est comme argument que l'utilisation du dollar comme monnaie de réserve est passée de 64 à 59% en l'espace de 30 ans. Effectivement, une chute de 5%, ce qui fait 10% en valeur relative. Ça ne va pas changer la face du dollar. Et aussi l'utilisation du dollar en tant que monnaie d'échange, en fait, qui représente, je ne sais plus, les 2 tiers des paiements encore aujourd'hui. Justement, l'euro s'est écroulé dans sa part dans les échanges mondiaux. Le dollar a un peu baissé et effectivement, la Chine est passée, je ne sais plus, de 2 à 5%, un truc comme ça. Bon, déjà, ça n'a aucun sens, cette campagne anti-dollar, pour l'instant, dans les faits, dans les stats. Mais généralement, ce qu'ils font, c'est que, et j'ai encore vu passer un graphique hier, je me suis abonné d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est sur dollarcollapse.com. Donc le mec prend cette courbe, donc ça c'est la dette américaine du gouvernement, et il pose à partir de 1970 les prix de l'or qui suit. Alors il modifie les échelles, hein. Il y a une échelle à gauche et une échelle à droite pour les ordonner. Et il montre que, grosso modo, l'évolution du prix de l'or correspondrait, alors que c'est faux si on fait une échelle similaire, même si on enlève la valeur pourcentage, le prix de l'or correspondrait à cette envolée de la dette. Euh, et donc il dit aussi que voilà, le dollar va s'effondrer parce qu'il y a trop de dettes et blablabla. Alors, et un autre aussi que j'ai vu passer qui s'appelle Adam Khoo, qui est à Singapour, qui a un très gros channel YouTube. Alors lui, il a carrément fait une vidéo pour nous expliquer, bah, je peux aller vous la chercher si vous voulez, Adam Khoo, qui est au demeurant un technicien pas mal, franchement, c'est un YouTuber qui est mieux que la moyenne, mais si on monte What if I could si on monte la vidéo, voilà, la dette américaine, donc une explosion, et il faut se préparer maintenant, quoi. Donc, et dedans, il explique que voilà, ça sert à rien de regarder la dette rapportée au PIB et que c'est un problème majeur, la dette est trop grosse. Bref, vous n'avez pas besoin de moi pour vous apercevoir, il suffit que vous fassiez une petite recherche sur le net pour voir que on est dans un espèce de délire collectif. Alors en fait, je vais déjà défoncer le premier argument qui consiste à dire que la dette, il faut la regarder comme ça de manière nominale et pas la comparer au PIB. Parce que en fait, il semblerait qu'on ne puisse pas savoir, je sais pas, je ne vais même pas rentrer dans les détails des arguments. Le fait est que les gouvernements occidentaux ont un taux d'imposition, de prélèvement obligatoire et un taux cumulé d'imposition
qui est à peu près fixe. Alors c'est vrai qu'il y a des variations aux États-Unis, parce qu'en fonction des présidents, il y a des hausses et des baisses d'impôts. Mais enfin, vous êtes français, vous savez comme moi qu'en France, la dernière fois qu'on a vu une baisse d'impôts, ça devait être après la Seconde Guerre mondiale et encore, pendant les 30 Glorieuses peut-être, mais ça fait 50 ans, ça ne fait que monter. Et maintenant, on est arrivé à un tel stade où ça a tellement monté qu'à chaque fois qu'ils veulent rajouter une nouvelle couche d'impôts, le montant global qui s'approche des 68%, je crois, devient anticonstitutionnel et donc c'est retoqué par le Conseil de la Constitution française qui dit que voilà, ça devient complètement délirant, confiscatoire, je crois, le terme exact. Donc on ne peut pas monter les impôts, on ne peut pas les descendre puisque la machine française économique est socialo à mort et donc voilà. Donc du coup, affirmer et c'est pareil dans tous les pays européens. Donc affirmer qu'on ne puisse pas calculer les recettes fiscales d'un gouvernement d'une année sur l'autre en fonction du PIB est faux. On sait pertinemment que la France, si elle fait 2000 milliards de PIB, et bah 67% vont atterrir de manière directe et indirecte dans les poches du gouvernement. Donc on peut tout à fait évaluer très précisément quelle quantité d'argent la France va disposer et son aptitude à oui ou non rembourser les intérêts de ses emprunts. Donc, c'est un argument complètement bidon que de consulter la dette brute. Il faut bien sûr la consulter, on va prendre celle des États-Unis, rapportée au PIB. On voit que déjà, là je l'ai mis sur 1940, mais on va aller chercher les stats plus profondes. On voit déjà que les États-Unis ont survécu à 120% de dette sur PIB. Actuellement, on est à 126 et ça pose pas de problème pour survivre avec un tel niveau de dette. Je vais aussi vous montrer, parce que je vous ai préparé, ça ce sont les revenus du gouvernement américain. Donc comme vous pouvez voir, l'autre chose qui est assez dérangeant, c'est que tout le monde prend ces graphiques et ils les mettent en échelle arithmétique en fait. Sur long terme, c'est impossible de représenter des datas en échelle arithmétique. Il faut toujours les représenter en logarithmique de manière à ramener un pourcentage relatif par rapport au temps qui passe. Vous comprenez bien aujourd'hui, le PIB américain fait, je ne sais plus, 26 trillions. Quand on fait une hausse de 10%, ça fait 2 trillions 6. 2 trillions 6, c'était la taille du PIB il y a 40 ou 50 ans. Et les gens comparent, voilà. Donc ça fait comme s'il y avait une variation de 100% de PIB aujourd'hui en 2024 par rapport à il y a 50 ans et mettre tout ça sur un même graphique, ça n'a ni queue ni tête. Et après, donc bien sûr, ils arrivent en tirant des conclusions assez prétentieuses, assez agressives, c'est juste aberrant, quoi, ça n'a aucun sens. Donc, évidemment qu'en même temps que l'économie grossit, bah, les revenus fiscaux du gouvernement américain, européen et du reste du monde augmentent. Le PIB mondial aujourd'hui a dépassé les 100 trillions, 100 000 milliards. Donc là, on voit bien qu'il y a 45 ans, on a fait 15 fois la hausse en termes de revenus du gouvernement américain. Et si vous regardez les graphiques des mecs sur l'or, c'est systématique. Ils attrapent Bretton Woods 2 en 1970 et merde, je vais pas arriver en français. Ils mettent toutes les datas sur 50 ans en arithmétique, en comparant en nominal, sans pourcentage, sans valeur relative. Grosso modo, les revenus du gouvernement américain aujourd'hui, avec une année de revenus, il pourrait rembourser l'intégralité de la dette d'il y a 50 ans avec sans l'aspect logarithmique. Donc il faut vraiment faire très très attention à ces deux pièges en fait. L'échelle logarithmique d'un côté et l'expression en pourcentage du PIB de l'autre côté par rapport aux dettes, encore une fois, qui sont remboursées avec les rentrées fiscales. Donc maintenant, la grande question, c'est de savoir si avec un tel niveau de dette, c'est-à-dire aux États-Unis par exemple, puisqu'on n'arrête pas de tracher le dollar avec 118%, 123% de dette sur PIB, est-ce que on est au bord de la faillite comme nous annoncent tous les youtubeurs là, anglo-saxons et puis français? Donc je vous ai préparé, j'étais sur le site de l'AMF. Donc on remonte en 1800, donc ça fait ce graphique-là à 222 ans, ça s'arrête en 2022. C'est pas très grave de manquer les 2 dernières années. Donc on a 222 ans d'historique, ce qui permet de prendre en compte la puissance de l'économie européenne avant, puis l'émergence de l'économie américaine. Donc j'ai mis une petite liste de pays, États-Unis, France, Japon, Angleterre, Espagne, Italie, Argentine, Grèce. Alors Argentine-Grèce, c'est pour vous faire réfléchir et comparer avec nos copains habituels européens et anglo-saxons, voilà, le fameux G7 quelque part. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, on voit qu'aujourd'hui, on voit le sommet en fait. On voit que l'Angleterre est montée à 260% de dette sur PIB à 2 reprises.
dans leur histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale et puis pendant l'époque post-Napoléon en fait. Voilà, on voit que la France, voilà, en 1920, donc après la Première Guerre mondiale, où d'ailleurs on a tué l'Allemagne parce qu'on était un petit peu énervé à cause de cette guerre, on était quand même sérieusement abîmé, on est aussi monté à 237%. Je vous rappelle qu'aujourd'hui la France est à 112% et que les mecs sont en train de nous expliquer que c'est la cata, que c'est la fin du monde. La France a eu 2 fois plus de dettes en rapport à la taille de son économie et sa capacité à rembourser ses dettes par rapport à sa rentrée fiscale. Elle a eu 2 fois plus de PIB, ça n'a posé aucun problème, nous avons survécu, même s'il y a eu un défaut partiel au début des années 1930. Mais je voudrais juste vous montrer, alors aussi quelque chose d'étonnant, la Grèce en 1900 avait 223% de dette sur PIB et elle a refait un petit épisode à 212 en 2011, comme vous vous souvenez tous. Donc voilà, la France aujourd'hui ou les États-Unis à 120%, on est très très loin de ces pics. Et puis, donc, quel est le risque de faillite? Donc, ah oui, je vous ai mis aussi l'Argentine et la Grèce pour voir. Vous savez que l'Argentine est souvent citée comme un très très mauvais élève. En fait, on voit que l'Argentine dépasse rarement les 100% de dette sur PIB et que la Grèce, en fait, a été le seul pays européen post Seconde Guerre mondiale à faire de la connerie monétariste. Tous les autres, en fait, à ce stade, tout l'Occident, en fait, à ce stade, n'est pas à risque. Par contre, la petite courbe marron, là, c'est celle du Japon, qui est à 255% de dette sur PIB. On se rapproche des pics de l'histoire de l'Angleterre à 260. Donc lui, le Japon, lui, il a une probabilité. On sait que les systèmes break, voilà, à partir de 250% de dette sur PIB. Le Japon est un pays extrêmement à risque. Je maintiens ce que j'ai dit il y a 2 mois, 3 mois sur le yen et sur le Japon. Je pense que le Japon est le patient zéro de Bretton Woods 2. C'est lui qui va casser le premier, c'est lui qui va créer un accident, c'est lui qu'on va devoir les réparer. La dernière fois, c'était la Grèce en 2011, et là, on s'aventure. Je pense que c'est qu'une question de temps, et je pense que la politique économique américaine que Trump a prévue va faire casser le Japon d'une manière ou d'une autre. Nous allons assister à un accident. Je rappelle que la Grèce, toute petite, a réussi à faire trembler la planète. Le Japon est sans commune mesure avec la Grèce et il faut s'attendre à un très très gros accident monétaire et je back mon raisonnement par rapport à cette vidéo, par rapport à ces statistiques d'historique. Alors après, sur Université Investisseur, je possède des graphiques qui remontent plus loin en arrière, sur 300-400 ans. L'Angleterre a connu d'autres épisodes dans le passé à 250% de dette sur PIB. Il semblerait, et n'allez pas croire que les élites ne disposent pas de ce graphique, la preuve c'est sur leur site. L'AMF est quand même avec la Banque mondiale et la BIS, ce sont quand même les 3 organismes qui gèrent la finance et les monnaies mondiales, qui sont, je pense, situés au-dessus de la chaîne de banques centrales, des 60 banques centrales qui sont liées à la BIS. N'allez pas croire, justement cette application est excellente. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien sous la vidéo. N'allez pas croire que les élites sont incompétentes comme les youtubeurs aiment bien à vous le rappeler. Non, ils se sont fait une application, ils ont toutes les stats et ça remonte en Angleterre bien avant. Et donc on sait que les systèmes économiques commencent à caler et à exploser quand ils sont à 250. Enfin, on sait. L'histoire a montré et enseigné que quand les pays atteignaient 250% de dette sur PIB, les gestionnaires de ces pays prenaient des mesures radicales pour calmer l'endettement. Donc actuellement, si vous avez peur pour l'avenir de la France à cause de la dette à 111%, c'est une rigolade. La France peut tout à fait encaisser et s'en sortir vivant. Si vous avez peur pour les États-Unis et vous militez pour la fin du dollar parce que vous possédez 3 pièces d'or, bah vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil parce qu'à 120% de dette sur PIB, les États-Unis, et en plus avec une capacité de création de valeur et de croissance économique exceptionnelle, les États-Unis sont quasiment le seul pays de la planète avec peut-être l'Inde et la Chine à encore croître. Je rappelle qu'en Europe, il n'y a plus aucune croissance. À partir du moment où un pays fait de la croissance, il augmente ses rentrées fiscales à venir, donc il augmente sa capacité d'emprunt ou du moins de résilience par rapport à la dette déjà existante. Donc les États-Unis, n'allez pas croire qu'ils sont à 2 doigts de sauter parce qu'ils ne le sont pas du tout. Donc voilà, partant de là, si vous voulez vous former et aller plus loin, c'est-à-dire que je collecte les datas et je les expose dans un Discord, dans mon blog privé Université Investisseur depuis des années, parce que je considère qu'on peut pas. Je pense que c'est important d'apprendre d'accepter déjà la réalité et d'apprendre à se la représenter via des datas et non pas d'écouter
comme ce que fait la majorité des gens, c'est-à-dire de lire 20 fois les mêmes conneries en référence circulaire, écrites ou tournées en vidéo par des incompétents paresseux, en fait, qui ne sont pas intéressés par l'IT, mais qui veulent propager une idée qui leur plaît, coûte que coûte. Le problème en matière financière, c'est que décider à partir d'une opinion fictive et non pas à partir de data et de la réalité se termine en jus de boudin. On le sait, la majorité des épargnants égalent à peu près le rendement de l'inflation sur long terme, mais sont parfaitement incapables, par exemple, d'égaler la performance des indices boursiers en passif. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître, mais ils pensent de travers, parce qu'ils se laissent infester par des informations qui sont fausses et qui sont perverses et qui sont répandues, encore une fois, massivement dans une optique de manipulation et la quantité ne garantit pas la qualité d'une information. Donc, personnellement, je fais un travail pour moi-même et puis poursuis des clients où je collecte les datas et depuis des années, il suffit de remonter sur le blog. Aujourd'hui, je pense que mon blog privé d'Université Investisseur est une mine d'or parce que j'ai collecté patiemment toutes ces représentations de l'histoire de l'économie par moment sur plusieurs siècles. C'est des datas qui sont très dures que je trouve au compte-gouttes par hasard dans des mecs qui sont aussi passionnés que je peux l'être de la globale macro. Voilà, je farfouille dans les fins fonds du net anglo-saxon et par moment, il y a des mecs qui sortent des datas. Ces datas sont souvent sourcées des services de recherche de Goldman Sachs, de Bank of America, de la BIS, des banques centrales. Voilà, les datas tournent, les datas existent, elles sont juste très dures à obtenir. Donc je les collecte et je les expose. Et donc les clients d'université investisseurs qui ont un souci de réalisme, un souci de netteté, de curiosité, et aussi qui veulent nourrir leur cerveau pour pas se retrouver à poil. Je considère que les gens qui vont sur le Japon vont se retrouver à poil, ce n'est qu'une question de temps, ça s'appelle de la bourse casino. Par exemple, l'argument qui est avancé par tout le monde, c'est que les entreprises japonaises ne valent pas très cher en termes de valeur et donc, dans le cadre d'une approche value, sont très intéressantes. Bien évidemment, puisque le risque est maximal, les marchés financiers ont pricé en sous-cotant la valeur économique au Japon parce que ça s'appelle du casino, c'est-à-dire que tôt ou tard, on se fout un flingue avec une balle et en faisant tourner le barillet, tôt ou tard, alors on ne sait pas quand, donc effectivement, on peut spéculer que ça va pas arriver demain, mais dans 5 ans, mais ça se trouve, ça va arriver dans 3 ans, et la personne, quand on l'a vu en août 2024, euh, comment dire, les Japon a fait une micro-variation de hausse des taux court de la Banque centrale et ça a fait sauter la planète finance très rapidement. Il a pu faire demi-tour et tout éteindre et le yen est revenu à 154 sauf les prises de bénéfices ce matin. Donc une micro-variation de 0,25 je crois de mémoire. Euh, il est clair que le Japon, au premier accident sérieux, via l'inflation, la deuxième vague d'inflation qui est dans les tuyaux et qui en plus Trump va générer avec sa nouvelle politique économique, il est clair que le Japon va être coincé. La dévaluation du yen est quasi garantie. Euh, et là, je ne sais pas quelle va être la réaction du Japon. Ce pays est unique dans sa culture. Il n'est pas du tout impossible de penser qu'il fasse le samouraï banzai et qu'il prennent des décisions erratiques. Ils ont un long track record de décisions erratiques en matière monétaire. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être un gros accident. Je ne pense pas raisonnablement qu'il soit utile pour son patrimoine, pour pouvoir dormir bien la nuit, d'aller chercher l'aspect value du Japon, qui est en fait un aspect risque et qui est une décote pour couvrir. Je ne pense pas que la décote actuelle des entreprises au Japon puisse couvrir un accident monétaire qui s'annonce et qui est quasi garanti. Ça va. Alors combien de temps si on peut chiffrer? Je pense que Trump va démarrer, il va aller très très vite, va taper très très fort. Il est revanchard, on lui a volé ses élections. Je l'ai publié ce matin d'ailleurs sur le Twitter avec les graphiques, les statistiques. Toujours les statistiques, pas une opinion, toujours des statistiques. Voilà, des élections américaines. Comme on peut voir, en fait, il y a toujours eu entre 60 et 70 millions d'électeurs
démocrate. Et d'ailleurs, les dernières élections, il y a quelques jours, c'était à nouveau 70 millions. Et en 2020, il y en avait 80 millions. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces 11 millions qui n'ont jamais existé avant et qui n'existent pas après? Bah, c'est des faux votes. Donc, on sait aujourd'hui, la fraude a été prouvée juridiquement. Donc, on sait que Trump s'est fait voler son élection et on sait que euh, il aime vraiment les États-Unis et il veut vraiment développer de manière nationaliste l'économie. Et voilà, donc on sait que ça va créer de l'inflation, on sait que le PIB va croître. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas pour le Japon. Alors le Japon, ils ont vraiment intérêt à ce que les États-Unis fassent ça complètement flat sans inflation pour réduire les écarts de taux d'intérêt parce que le Japon ne peut pas monter ses taux. Donc ces histoires de dette qu'on raconte partout concernant la France, l'Europe, les États-Unis sont fausses, mais elles sont vraies pour le Japon. Et c'est assez amusant, c'est que beaucoup d'investisseurs français aiment bien l'approche value et sont pro-Japon parce que le Japon offre, euh, pour les raisons que je viens de citer, cette opportunité value pour couvrir le risque monétaire. Donc, je ne pense pas, quand on est un patrimoine et qu'on a envie de dormir sur des oreilles et qu'on a envie. Un patrimoine, ça se gère à horizon de 5 ans. On ne change pas d'avis tous les 3 mois sur son patrimoine. Quelqu'un qui achète un bien immobilier, il va le conserver 7 ans en moyenne, je crois, de mémoire en France. Voilà, 5 ans, c'est un horizon. 5 ans, c'est quasi garanti à 95% que ça va sauter. Donc, tout à l'heure, je suis en train de réfléchir sur un timing potentiel via l'action de Trump. Il va arriver en janvier, il va pousser tout ce qu'il peut avec Elon Musk, ils vont couper les budgets, ils vont lancer la croissance, ils vont explorer la politique des tarifs, euh, ce qui devrait en plus renforcer la valeur du dollar. Combien de temps avant que ça prenne effet? Probablement 18 à 24 mois, c'est-à-dire qu'en 2026, pour moi, le Japon et les Japonais sont dans un micro-ondes. Le bouton, il sera on et ils sont en train de se faire rôtir le cul. Je vois pas comment. On a peut-être, si vraiment le Japon vous kiffez, peut-être un an et demi, mais 2 ans déjà, c'est du suicide, quoi. C'est pas. Voilà. Donc, si ça vous intéresse tout ça et que vous n'avez pas le temps de suivre et que vous avez envie de faire ce travail, aller plus loin, consulter les stats et avoir une opinion basé sur des chiffres et sur des graphiques et non pas sur des idées comme ça séduisantes, je vous propose d'accéder à l'université investisseur. C'est simple. Alors je sais qu'il y a Black Friday, tout le monde attend le Black Friday, mais je vais faire mieux. J'ai une idée en fait avant de préparer cette vidéo. Si vous achetez un an d'université investisseur au prix normal, je vous offre un an. Et donc vous n'aurez même pas cette réduction au Black Friday. Donc vous pouvez avoir 2 ans pour le prix d'un pour suivre ces histoires monétaires. Je pense aujourd'hui, sincèrement, que l'enjeu d'une gestion de patrimoine ne consiste pas à aller chercher du rendement sur les marchés, mais consiste à gérer le risque monétaire. Euh, Nous allons rentrer dans une spirale monétariste qui va occuper le devant euh, jusqu'à l'arrivée des CBDC. Je pense que l'enjeu, après je peux me tromper, c'est mon opinion pour le coup, elle n'est pas baquée puisqu'on n'a pas d'historique de CBDC, on a juste les déclarations officielles. Donc je peux vous dire par exemple, je suis d'ailleurs, tout ça c'est publié dans la quotidienne de Charles, ici, la prochaine décision de de la BIS et de la BCE concernant l'euro numérique sera annoncée en novembre 2025 et ensuite le calendrier annonce comme date majeure en 2029, pour l'instant de manière officielle. Donc je ne fais pas de spéculation, je n'ai pas d'opinion, je répète le discours officiel des banques centrales concernant ce sujet. Le fait est que dans l'histoire de l'humanité, depuis 5000 ans, nous avons des monnaies physiques et non contrôlables qui nous servent de base d'échange. Et l'échange, c'est la vie entre les humains. Sans échange, tout s'effondre. Donc il n'y a pas d'échange entre les humains sans une monnaie. Et il n'y a pas de monnaie dans laquelle on puisse avoir confiance sans une monnaie gentiment dévaluée, mais qui n'attache pas d'autre pouvoir que la dévaluation via de l'inflation et des impôts par les gouvernements successifs qui sont bolcheviques, donc les gouvernements totalitaristes depuis 5000 ans, bolcheviques, voilà, mais qui sont raisonnablement bolcheviques, à part quand ça s'est énervé un petit peu dans l'histoire avec la Chine, avec l'URSS. Mais voilà, c'est un peu énervé, donc immédiatement on se tape des famines avec des dizaines ou des dizaines de millions de gens qui crèvent la dalle, en Ukraine, en Russie, en Chine, voilà, beaucoup de morts, mais si on a eu le Vietnam, on a eu les Khmers, on a eu plein de mecs comme ça dégueulasses. Si on fait abstraction de ces épisodes, nous sommes dans le même système depuis 5000 ans, depuis l'Égypte, avec une monnaie.
l'arrivée des CBDC, il n'y a pas d'historique. Il n'y a jamais eu de monnaie qui donnait un pouvoir au gouvernement de castration, de chantage, donc une monnaie électronique programmable conditionnelle. Il n'y a jamais eu de monnaie conditionnelle en fait dans l'histoire. Donc je pense que la- voilà, on sort du Covid, de la Russie, de l'Ukraine, de machin, de Israël, et toutes les conneries qui nous font chier depuis 5 ans. Je pense que le prochain gros sujet de l'humanité, c'est la CBDC, parce qu'on va retirer l'aspect inconditionnel d'une monnaie pour la rendre conditionnelle, sachant qu'il n'y a pas d'humanité sans échange et il n'y a pas d'échange sans monnaie. Donc je pense que le sujet de la monnaie n'a été pas très important dans le passé, va le devenir, et ça va même être le sujet numéro un de la planète dans les 5 ans à venir. Donc pour moi, université investisseur, ce travail de collecte que je fais et de compréhension du système et aussi d'expérience, parce que maintenant ça fait 15 ans que je fais, je gagne du pouvoir d'achat via le système monétaire. Je ne spécule pas sur les devises, je gagne du pouvoir d'achat. Je précise bien mes termes. Donc, il y en a, ils ne comprennent pas. Ils vont penser que je suis en train de faire du trading sur l'euro contre le dollar, etc. Non, j'aurais dit encore une fois, je gagne du pouvoir d'achat massivement depuis 15 ans via le système monétaire. Je pense que ce travail aujourd'hui, j'ai un bon recul, j'ai toutes les datas et que ça va être utile. Voilà. Donc, je fais une proposition, un an acheté, un an offert. À chaque fois. Alors, comment faire sur l'économie en boutique? Si vous cliquez sur toutes les commandes seront collectées et on vous enverra un email personnalisé avec une date de fin de votre abonnement rallongée d'un an de plus. Voilà ce que je peux vous dire.